Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la dépendance affective dans le couple, sortir du déni. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette 7e vidéo et les suivantes sur le sujet de la dépendance affective, je vais expliquer comment traiter la dépendance affective. Il appartient aux thérapeutes de savoir diagnostiquer les dépendances affectives pathologiques en donnant aux patients tout le temps nécessaire pour l'expression de leur souffrance, la narration de leur histoire de vie et la description de leur environnement familial. Mais ce n'est pas si simple, car les adultes ayant subi dans leur enfance des carences affectives sont le plus souvent dans le déni. Ils opposent généralement un refus global de ce qui s'est passé, déniant la possibilité d'avoir subi des traumatismes, ce qui aggrave considérablement l'impact sur leur psychisme. Identifier ces émotions, apprendre à les nommer, c'est déjà enlever quelques épaisseurs de brouillard. Une lumière apparaît, faible, mais bien réelle. Il faut avoir conscience du possible enfermement inconscient de certains patients dans un faux self dès leur enfance. Ce faux self désigne l'adaptation par soumission ou compromis d'un individu à son environnement, le privant de développer sa vraie personnalité et entraînant plus tard des relations artificielles. Derrière ce faux self se terre un désespoir installé dès le plus jeune âge. L'attitude du thérapeute vis-à-vis de l'isolement existentiel, de la responsabilité liée à la liberté, l'autonomie et la peur existentielle de la mort est à prendre en compte. Si au cours de sa propre thérapie, le thérapeute n'a pas traité ces 3 angoisses fondamentales, il risque de pratiquer le déni au cours des thérapies des grands dépendants affectifs. Car c'est bien la confrontation aux fondamentaux de l'existence qui se révèle thérapeutique. Un dépendant affectif pathologique ne pourra en aucun cas être sérieusement aidé par un autre dépendant affectif qui s'ignore. Le psy devra le soutenir en l'accompagnant tout au long de la thérapie afin qu'il ne se sente jamais seul dans son entreprise. Le patient doit pouvoir laisser s'exprimer l'enfant qui est en lui, parfois redevenir cet enfant souffrant, meurtri, lui permettre enfin d'exister. Le psy a également pour tâche d'aider le patient à retrouver ses souvenirs, à les ranger chronologiquement, mais surtout à en parler. Le processus de cicatrisation de certaines blessures ne pourra pas commencer tant que la plaie n'est pas nettoyée par la parole. Les blessures peuvent cicatriser grâce aux mots mis sur les souffrances et les émotions qui seront enfin reconnues. Le psy devra offrir un espace-temps rassurant en étant là et en se synchronisant sur le rythme de la personne. La thérapie permet aux patients de reprendre goût à la vie en retrouvant le désir et la volonté de vivre en fonction de ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Délivrés de leurs illusions, ils acceptent la réalité de leur humaine et imparfaite condition. Or, pour accepter la réalité, plusieurs prises de conscience sont nécessaires. La première étape sera sortir du déni. La volonté d'ouvrir les yeux s'impose. Admettre cet état d'excessive dépendance est le premier pas indispensable. Il faudra accepter de regarder et d'admettre en toute lucidité ce que cette dépendance affective pathologique génère en termes de relation à soi et de relation à l'autre. Pour que les patients apprennent à se faire confiance, pour qu'ils deviennent leur bonne mère intérieure, ils doivent d'abord admettre la réalité de la croyance de leur inaptitude au bonheur et ses conséquences. Donc ça va être tout d'abord de revisiter ces croyances. Nos croyances s'installent dans l'enfance. Nous prenons celles de nos parents, de notre milieu, de nos fréquentations, de nos lectures, des films, etc. Elles sont également conditionnées par l'interprétation que nous donnons aux expériences vécues. Et nous passons notre vie à nous confirmer leur véracité et à les renforcer. Ces croyances sont des certitudes limitantes et négatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas aidantes et conditionnent la mauvaise estime de soi. C'est pourquoi il est essentiel pour le thérapeute de relever les croyances exprimées par le patient. Pour celui-ci, découvrir que certaines de ces croyances peuvent être remises en question est à la fois très pénible et difficile. Il s'agit donc d'un véritable cercle vicieux sur lequel le thérapeute devra intervenir. Devenir lucide sur ses croyances est nécessaire et admettre qu'on se comporte comme si elles étaient des vérités universelles est une étape très importante. Cette lucidité représente un retour à la réalité et les patients prennent conscience que peut-être leur vision, leur interprétation de la réalité n'est pas entièrement juste ou plutôt qu'ils peuvent sortir de cet enfer auto-entretenu par la puissance de croyances limitantes en les reconsidérant. Le travail du thérapeute consiste alors à proposer d'autres interprétations, d'autres conclusions. Il suggère ainsi
des recadrages au patient qui comprend qu'une même expérience peut être interprétée de plusieurs façons. Le thérapeute fera en sorte que son patient remette en question, à son rythme et sans le heurter, certaines de ses déductions. Si cela est possible, il peut inviter le patient à interroger ses parents sur différents points essentiels. Le déroulement de la grossesse de sa mère, sa naissance, sa toute petite enfance, etc. Lorsqu'un patient découvre ce fonctionnement des croyances, il en est immédiatement soulagé, car il commence à entrevoir une possibilité de changement de point de vue sur lui-même, comme une respiration. Enfin, il est tellement rassurant d'entendre une permission essentielle, à savoir que l'on n'a pas à vivre que pour les autres. Nous avons le droit et même le devoir de vivre pour nous, avec les autres. Toutes les croyances sont à l'origine des émotions. C'est pourquoi, après le travail sur les croyances, il est fondamental de retrouver celles qui leur sont associées. Donc, le deuxième point, c'est retrouver ses émotions. Si quelque chose a pu être vécu sans être éprouvé, c'est parce que la personnalité s'est coupée en deux pour éviter d'être totalement détruite par le choc. Il faut favoriser le rapprochement de ces deux morceaux. Les deux morceaux étant l'expérience vécue et l'émotion qui lui est liée. Quand les émotions ont été trop longtemps refoulées, quand l'enfant puis l'adolescent ont perfectionné l'art de ne plus rien ressentir, toute la vie émotionnelle est devenue singulièrement étrangère à l'adulte devenu. La thérapie va permettre au patient d'opérer cette rencontre, cette réunion. Ce seront des passages pénibles parfois, qui demandent de prendre son temps, qui autorisent enfin les larmes, les cris de colère, les recroquevillements de peur. La gêne en début de thérapie laisse la place aux larmes qui autorisent ce processus de libération, permettant au patient de se retrouver tel qu'il était avant d'endosser son costume et d'installer son masque. Il pleure lorsqu'il prend conscience que, par son histoire, il a dû très précocement apprendre à s'occuper de lui seul. Ce faisant, il peut enfin s'autoriser à retrouver les émotions si profondément enfouies. Certains osent crier, insulter, critiquer. Ils ont accès à leur intimité émotionnelle. L'attitude des thérapeutes les aide. Ils ne jugent pas, ils entendent, reformulent. La dépression, la tristesse, le désamour de soi commencent à se désagréger. Les émotions, si elles sont inscrites dans notre corps, sont également partie prenante dans nos processus de pensée. Nous ne sommes pas coupés en deux. Et ce que nous ressentons influence grandement ce que nous pensons, choisissons, décidons. Ce que notre corps savait, il peut enfin le révéler puisque la porte de la vie émotionnelle s'est ouverte. Le patient découvre que pouvoir exprimer ses mouvements émotionnels, c'est aussi être capable de nouer des liens sur un mode authentique. Ce sont les retrouvailles avec ses émotions qui vont guider le patient vers les nourritures émotionnelles, vers ses véritables besoins, les siens. Le patient en thérapie comprend aussi que sa santé physique et psychique a énormément souffert de son long silence sur les émotions si pénibles à vivre. Cette forme d'anesthésie affective, ce rempart épais construit autour de la vie émotionnelle, avait pour mission de protéger l'enfant de sa trop grande souffrance, alors qu'elle est fort préjudiciable à toute vie relationnelle. Le travail thérapeutique consiste justement à les mettre au grand jour pour sortir du faux self dont la protection n'a plus lieu d'être. Il fut souvent l'ultime recours pour l'enfant blessé. Il n'est plus utile pour l'adulte. Il sera également extrêmement pénible pour le patient de se confronter avec l'imperfection de ses parents. Il faudra alors combattre l'inévitable culpabilité vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis de lui-même d'avoir été si naïf. Il faudra aussi trier les émotions qui ont été prescrites, trier celles qui ne lui appartiennent pas. Cette étape fondamentale au cours de la thérapie les mène sur le chemin de l'authenticité, une forme de liberté qu'ils ignoraient. Enfin, la prise de conscience des attentes illusoires offre aussi la possibilité de devenir plus lucide sur soi-même. Le troisième point, ça va être de comprendre ses comportements. Le thérapeute va expliquer que dès leur plus jeune âge, ils ont acquis leur tendance à entourer maternellement les autres. Ayant trop vite grandi, ils en viennent à devenir le soignant de leurs parents. Car un enfant traumatisé et hypermature doit endosser de manière prématurée la responsabilité des adultes immatures, défaillants ou agresseurs. Et ensuite, et enfin, dans cette partie-là en tout cas, il faut apprendre à mieux se connaître. Faire connaissance avec le vrai soi est le seul antidote à l'oubli et au désamour de soi. Découvrir ses croyances, retrouver sa vie émotionnelle authentique et comprendre ses comportements pour s'engager sur le chemin menant vers une meilleure connaissance de soi. Mieux se connaître, c'est choisir d'arrêter de se mentir pour devenir capable de définir clairement sa problématique. Le fait même de décider de se faire aider démontre une vraie volonté de se confronter à ses difficultés. Découvrir les véritables motivations de leur comportement permet aux patients de quitter la position de victime en récupérant progressivement sa puissance personnelle et son libre arbitre. Le changement alors
apparaît possible. Au cours de la thérapie, le patient prend donc conscience de la motivation principale qui est à l'origine de ses comportements, sa recherche effrénée d'amour. Une quête qui génère une exigence de perfectionnisme très culpabilisante, puisque illusoire, une suradaptation extrêmement contraignante au désir d'autrui, des agissements souvent manipulatoires pour parvenir à ses fins. C'est pourquoi il est essentiel pour le patient de se réhabiliter à ses propres yeux pour les comportements qu'il a eus jusqu'alors. L'insoutenable nécessité de plaire est le premier élément remis en question. Le patient a pu identifier les conséquences de son besoin toujours inassouvi d'être rassuré sur sa capacité à être aimé, tout en craignant, une fois la relation installée, l'inévitable rupture. Qui, en effet, pourrait suffisamment l'aimer tel qu'il est, indigne d'amour? Et par quel miracle serait-il possible de tenir dans la durée en jouant un rôle, en dissimulant ses propres pensées, ses véritables émotions, en ayant peur de la sincérité? Aucun être humain n'est capable de ce tour de force qui consiste à se montrer sous les traits de quelqu'un d'autre. En tout cas, pas très longtemps. La peur panique d'être découvert provoque l'erreur, puis les erreurs, jusqu'au dévoilement, à moins que la rupture ne permette pas d'en arriver à ce point de non-retour. Le thérapeute explique aussi que l'on ne peut pas être profondément aimé sur ses seules actions. L'amour se porte sur l'être et non sur le faire qui ne vient qu'après. Pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tenenbaum. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.